Alors Sophie, là, on est en train de se promener sur la Ria d'Etel. C'est un petit peu comme ce qu'on appellerait un naber ou plus largement un fjord sur d'autres endroits du monde, mais à échelle un peu réduite. Donc c'est la mer qui rentre dans les terres sur environ une quinzaine de kilomètres. Et là, on est sur une marée descendante. Donc l'eau repart à l'océan Atlantique tranquillement. Et l'endroit ne se vide pas complètement, mais il reste quand même le chenal. C'est vraiment un symbole naturel de ce très beau département en Bretagne Sud. Oui, complètement. Même si la présence humaine est visible, c'est quand même un lieu sauvage. Il n'y a pas de problème, on est bien en pleine nature. Eh ben écoute, moi ça me plaît bien là, ce rythme tranquille pour commencer mon voyage. C'est extraordinaire quand même, ces petites maisons là sur les îles. Alors Sophie, là on se dirige vers l'endroit emblématique du secteur et donc on va passer sous ce pont et on va glisser grâce à la marée qui descend. Ah, c'est magnifique. Nous y voilà. Ouais, c'est vraiment très très beau ici. C'est l'îlot de Nichterger avec sa petite maison qui veut dire la maison de l'huître en breton. Ah, je suis obligée de faire la photo là, comme tout le monde. Une petite maison en granit au volet bleu, je pense qu'on est bien. On est bien. Je crois qu'on est en Bretagne. On y est. Et ben voilà un très beau décor pour commencer ces échappées belles dans le Morbihan. J'ai hâte de découvrir un Morbihan inspirant, passionnant, mais aussi créatif, figure-toi. Eh ben Sophie, bienvenue en Bretagne, bienvenue en Morbihan. Merci. Oh purée que c'est bon. Là, les voiles respirent, là. Elles respirent bien. Dans le Morbihan, j'habite ici, mais à chaque fois que je navigue dans le golfe, je redécouvre tout le temps les lumières, les paysages, tout change tout le temps. On dirait une palette d'artistes. Sophie Jovillard. Dans un premier temps, tu décolles le sel tout autour, parce qu'il a tendance à s'accumuler sur les côtés en fait. À la Bretagne dans la peau. Ça doit être joli ça, non? Et elle n'est pas la seule. J'avais envie de quitter la ville, j'ai tout fait un petit peu. Donc j'ai décidé de devenir ostréicultrice sans rien y connaître mis à part les manger. Et je me suis lancée. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire venir des produits du bout du monde. Ça n'a pas de sens. Tout ce que j'utilise ici en cuisine pour créer mes assiettes est produit, cueilli ou récolté dans un rayon de 20 km. L'idée pour moi, c'est d'avoir une pêche qui soit le plus en adéquation avec le milieu dans lequel j'évolue. J'essaye toujours de pêcher le moins possible, ce qui est assez paradoxal pour un pêcheur. Je trouve que vous avez un point commun tous les deux, c'est d'être allé jusqu'au bout de vos rêves. Une échappée pour celles et ceux qui ont le pied marin. On aime ce côté très paisible, très rassurant d'une île. Parce qu'en fait, lorsque la dernière navette part, on a l'impression d'être seul au monde. Et qui ont le sens de la fête. Allez. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit voyage dans le Morbihan, là. Bonjour Julie. Bonjour Sophie. Que c'est beau ici. Bienvenue en Bretagne. Merci beaucoup, c'est magnifique à Locmariaqueur. Bah oui, on a de la chance et puis la météo est avec nous. Exactement, donc, on a une jolie lumière là. Alors tu m'as promis une expérience unique. On va embarquer sur un vieux gréement qui est juste ici. Ouais. On va vivre une belle aventure aquatique que t'es pas prête d'oublier.
Donc là, ici, on est entre baie de Quiberon et golfe du Morbihan. Ça fait rêver tous les marins de passage. Hein. Ça fait quand même 12 000 hectares avec 42 îles. Il y a de quoi se balader et puis c'est un lieu qui est vraiment unique quand même. T'es tombé amoureux de ce bateau, toi, quand oui. tu l'as découvert la première fois? Je le trouve chouette. Puis j'avais envie de mettre un bateau dans mon village. Toi, t'as été séduite vraiment par la Bretagne, parce que t'es pas d'ici Non, à non, l'origine. non. J'ai passé pas mal de temps pas loin des montagnes, hein, surtout dans les Alpes et dans le Jura. Puis quand j'ai rencontré la mer, j'ai re-rencontré la mer, j'ai dit non, c'est là que je veux passer tous les jours de ma vie proche de l'eau, quoi. J'ai un peu tout laissé derrière moi et je suis venue là. Tu roses encore? Ouais. Bon, Sophie, je voulais te parler aussi de ma grande passion et ce que j'enseigne depuis déjà 4 ans, le mermaiding, ou l'art de nager comme une sirène. Donc voilà, je te présente les élèves du jour, mes sirènes. Tu m'as pas tout dit. Non, je t'ai pas tout dit. Donc il y a Sophie qui fera l'activité avec nous aujourd'hui, les filles. Alors attendez, j'étais pas au courant moi que j'allais être sirène. Je ne pense pas pouvoir être sirène pour être très honnête avec toi. Si, t'inquiète pas, il y en a d'autres aussi qui sont débutantes et ça va le faire. Le costume de sirène, le voilà, c'est un lycra que tu enfiles comme un peu une jupe tube très très moulante. Ça fait comme un legging, on va dire. Ouais, ça. Et au bout, tu as une monopale. Donc, et quand on est sirène, apparemment, il faut avoir des coquillages et des paillettes. C'est exactement ça. Julie, moi je suis très contente de partager ce moment-là avec vous toutes. Mais je vais être honnête avec toi, je crois que j'ai pas du tout le physique pour être une sirène. Hein. Tout le monde peut le faire. C'est vrai? Ouais. C'est un moment de partage. Il y a quand même pas mal de sororité dans l'activité et de bienveillance. Et peu importe l'âge, le physique, la condition, le niveau de nage, l'idée c'est de se faire plaisir. Alors quand tu revêts ton costume de sirène? Moi, c'est de la magie. Ah oui. Je suis dans l'eau et normalement on nage le ventre vers le sol, mais moi mon truc préféré c'est de dos et je me regarde et là c'est juste magique. Je fais, non, j'y crois, j'ai une nageuse. J'y crois, je suis vraiment une nageuse. Tout de suite, il y a les émotions qui rentrent en jeu. L'idée c'est d'associer ça, le sport et l'émotion, et du coup ça fait des expériences qui sont juste hyper marquantes. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a donné un jour envie d'être sirène et surtout d'apprendre à nager comme des sirènes? Il y avait une petite fille à qui je donnais des cours de natation qui avait très peur de l'eau. J'arrivais pas à débloquer cette angoisse-là. Et lorsqu'elle m'a vue à un spectacle de sirènes, elle est revenue le lendemain en cours et elle a sauté dans l'eau, elle a dit « moi aussi je vais être une sirène ». Et là, toutes ses peurs s'étaient envolées. Et c'est juste un outil pédagogique qui est trop facile, trop magique. Donc l'idée c'est grâce à ça d'emmener les gens vers l'exploration en mer et plus de compétences, de se sentir bien dans l'élément. C'est ça que je voudrais, c'est que vraiment les gens ils se sentent bien dans l'eau. Je sens que ces sirènes s'impatientent. Une sirène c'est pas fait pour rester sur la plage. Hein. Ah bah non, il faut aller nager maintenant, elles ont envie que de ça depuis tout à l'heure, donc on va y aller. You got
Pas réalisé les gars? On va avoir un peu de vent là les gars. Allez on envoie. On a 3 voiles, environ 100 mètres carrés de voiles pour faire avancer 9 tonnes plus nous. Le Forban du Bonneau est une réplique des anciens bateaux de pêche traditionnels utilisés il y a un siècle pour pêcher la sardine sur les côtes du Morbihan. Il déploie ses voiles comme autrefois, quand les bateaux n'avaient pas de moteur et que les marins-pêcheurs dépendaient du vent pour gagner leur vie. Tu peux couper le moteur là maintenant, Philippe, tu peux couper le moteur. Oh purée que c'est bon. Là, les voiles respirent, là. Elles respirent bien. Là. Voilà 17 ans que Benoît Picmal est chef de bord sur le Forban du Bonneau. Avec ses équipiers, il embarque régulièrement des visiteurs à la découverte du golfe du Morbihan. Naviguer à la voile entre les dizaines d'îles du golfe demande un vrai savoir-faire marin. Le golfe du Morbihan, pour les gens qui naviguent à la voile, c'est un vrai terrain de jeu. On va choquer un peu la misaine, là, s'il te plaît. C'est un vrai terrain de jeu parce qu'il faut jouer avec les cailloux, il faut jouer avec les courants. Il faut se méfier, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas être trop ambitieux. Et puis ça le fait. Voilà, super. Là, tu avances bien, c'est bien, là. C'est sympa d'apprendre comment fonctionnaient ces vieux gréements et d'arriver à les faire marcher. Aujourd'hui, je suis venu avec ma fille qui avait envie de savoir de connaître ce dont je lui parle depuis de nombreuses années. Les paysages sont très doux, très changeants. C'est une très belle aventure là, de pouvoir partager ça avec lui et avec l'équipage. Le Forban du Bonneau approche doucement de sa destination du jour. L'île d'Illure, située au cœur du golfe du Morbihan. C'est mouillé? Aucune navette ne vous y emmènera, car sur Illure, il n'y a pas de débarcadère. Pour accoster, il faut se mouiller les pieds. Le petit groupe est accueilli par l'unique habitant d'Illure. Ça va, Benoît? Et toi, enfant? Ouais, ça va, ouais, carrément. Xavier Le Gallo, le gardien de l'île, est chargé de l'entretien et de la surveillance de ce site protégé. L'île d'Illure est considérée comme la 4e île la plus grande du Golfe. Il faut savoir que plus des 3/4 des îles du Golfe ils sont privées aujourd'hui. Donc on peut débarquer sur l'estran, mais on ne peut pas débarquer sur la végétation, voilà, sur la partie terrestre de l'île. Et ici, sur Illure, en fait, le Conservatoire du littoral a choisi par l'acquisition foncière de l'ouvrir l'île au public. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, vous pouvez poser pied sur l'île. Donc là, on arrive dans le hameau d'Illure. Hein. Bon, c'est un hameau breton assez typique. Hein. Sur le cadastre napoléonien, on se rend compte que les maisons étaient déjà présentes. Hein. Jusque dans les années 50, une poignée de familles d'agriculteurs vivaient encore sur Illure, où elles pratiquaient l'élevage et cultivaient la vigne. Une petite chapelle témoigne de cette vie passée. Cette chapelle, qui date en fait de 1881, elle est en hommage à Notre-Dame de Lourdes. Des fois, elle est appelée Notre-Dame d'Illure. Illure est un lieu de culte depuis le XIe siècle et accueille encore de nos jours des fêtes religieuses. Pour nos navigateurs, il est déjà temps de quitter l'île, avant que les courants de la marée montante ne rendent la traversée impossible. Pour qui ne maîtrise pas l'art de naviguer à la voile, une activité plus facile d'accès permet de découvrir les trésors du golfe du Morbihan au ras de l'eau. Moi c'est Jules, votre moniteur pour cet après-midi. Si jamais vous vous retournez, ça peut arriver. Vous laissez le kayak retourner, vous en sortez facilement. Vous avez le gilet, vous flottez, vous savez nager. Je viens à côté de vous, je vide le bateau et je vous aide à remonter dedans. Ça roule? Allez! Située sur la rive sud du golfe, la pointe de Kerners est le point de départ idéal pour une excursion en kayak. Je fais du kayak depuis que j'ai 10 ans, donc ça va faire 27 ans. Et le kayak, on prend le temps en fait. On n'a pas le bruit. On a juste le bruit de la pagaie dans l'eau ou du clapot contre le kayak. On arrive discrètement et assez silencieusement partout. Et on a le temps.
Vu qu'on va pas très vite, moi je compare souvent ça à de la randonnée pédestre. Donc là, si vous regardez devant vous, on n'est pas aspiré, mais on commence à être attiré par le courant de la jument. Le golfe est en train de se vider, c'est la marée descendante. Et donc ça va créer des petites accélérations, les passages resserrés comme ça. On y va ? Le courant de la jument, c'est le deuxième courant le plus fort d'Europe comme ça. Et au maximum de la marée, ici, ça va atteindre 9 nœuds, donc presque 15-16 à l'heure. On va essayer de freiner avant de taper un mégalithe. Vous voyez les mégalithes, les pierres dressées juste devant nous. Il y en a une trentaine sur l'îlot et une quarantaine dans l'eau, plus sur notre gauche. Quand ça a été érigé, il y a 8000 ans, il n'y avait pas encore la mer ici. Et là, si on regarde, on a quelques oiseaux, les goélands qu'on connaît tous. Et si on regarde un peu à droite, on voit aussi un cormoran, le tout noir. Mes collègues guides ou moi, on essaye d'expliquer aux gens, de faire attention, que ce soit par ne pas piétiner certains endroits où il y a de la végétation, pas débarquer n'importe où. Je pense que oui, on peut arriver à des tourismes plus responsables, comme on a tous envie. C'est le golfe du Morbihan, quoi. C'est une réserve magnifique, c'est un étang, un petit paradis. Il faut préserver. Et voilà. À chaque fois, j'habite ici, mais à chaque fois que je navigue dans le golfe, je redécouvre tout le temps les lumières, les paysages, tout change tout le temps. En kayak ou à la voile, entre mer et histoire, le golfe du Morbihan est un formidable terrain de jeu pour les activités en mer. Je t'emmène sur un des sites emblématiques du sud Morbihan, à savoir les alignements du Ménec à Carnac. Donc là, sur le Ménec, tu vas en avoir environ 3000 sur 4 km, ce qui est assez énorme, hein, et puis ils sont bien alignés quand tu les regardes. Bien sûr. Et ça reste un grand mystère. Est-ce qu'ils seraient alignés comme ça parce qu'ils suivent un champ magnétique ça serait un site funéraire? Tu as plusieurs interprétations, j'imagine, toi aussi. Il y a énormément d'explications, ça a nourri les fantasmes pendant des générations. Il y en a qui disent que ce serait aussi une armée romaine qui aurait été figée et qui serait restée ici comme des pierres. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce site-là était là bien avant les pyramides. Oui, c'est ça. On date environ 3 à 6 000 ans avant Jésus-Christ. Donc t'imagines, ça remonte, ça remonte. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que dans la cinquantaine de sites en France classés à l'UNESCO, eh bien, c'est le premier site classé ici en Bretagne. C'est vraiment mérité. Hein. Là, c'est le site des alignements de Kermario. Et là, tu vas voir des menhirs, et comme ça, tu as des dolmens qui sont un petit peu comme des tables, où tu as des menhirs qui vont porter une autre pierre un petit peu à l'horizontale. Figure-toi que ceux qu'on vient de croiser, tu vas me dire que je ramène toi aux sirènes, mais j'ai eu la chance de faire des photos en sirène sur ce site qui est normalement fermé au public. J'étais hyper fière. La mer n'est jamais bien loin. Hein. Oui, là, on quitte Carnac, on est à la Trinité-sur-Mer. On retrouve ton élément, là. Exactement. Là, j'aime bien venir de temps en temps m'y baigner. Et là, c'est beau, là, ce qu'on a. Là. Ouais, c'est magnifique. En marée haute, ça fait vraiment une île. Hein. Ouais. Là, on va aller voir Damien, qui a été une des personnes qui m'a soutenue au début quand j'ai lancé l'école. Il a participé à ma campagne de financement participatif, parce que lui est paludier et il a retapé les marais là autour. Oh, les petites traces. On dirait une palette d'artistes, c'est très joli. Ah, il y a des belles couleurs, ouais. Ah oui, c'est magnifique. C'est le sel qui permet tout ça aussi. Ouais. Ouais, la salinité de l'eau. Sophie, enchantée. Damien. Salut Damien. Salut Julie.
Ah là, qu'est-ce que c'est beau là, des oiseaux. Ouais, il y a de la vie, hein. Il y a de la vie, il y a un peu de tout. C'était un peu aussi au cœur du projet, c'était de remettre une activité économique mais écologique aussi. Le cycle aurait commencé à partir de 1789 sur les écrits, on a cherché ça dans les archives. Et en 1960, tout le sel dans le Morbihan s'est cassé la figure parce que le frigidaire est arrivé. Ils ont arrêté de saler le poisson, donc le cours du sel a chuté. Donc du coup, dans les années 60, tout a été abandonné. Et ici, tu veux bien nous raconter alors comment ça fonctionne? Donc là, on est sur les... Il y a 28 cristallisoires, là, et tout autour, on a un circuit de chauffe où l'eau emprunte chaque petit rectangle. Elle se charge en sel au fur et à mesure de sa progression dans le labyrinthe, en fait. Et il faut que dans chaque petit bassin, on ait l'épaisseur de 1 ou 2 cm, pas plus. Donc la subtilité du boulot de paludier, c'est qu'il faut faire les réglages en fonction de l'évaporation estimée de la journée. Dans un premier temps, tu décolles le sel tout autour, parce qu'il a tendance à s'accumuler sur les côtés, en fait. Tu pousses ton sel au milieu, là. Et après, tu le retires vers toi et tu le récupères vers toi, comme ça. Hop. Donc là, il faut imaginer qu'il y a du sel. J'ai aucune mécanisation. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là aussi. C'est l'homme et la nature, en fait. Il n'y a pas d'intrant, il n'y a rien du tout, en fait. Je travaille vraiment avec le soleil, le vent et puis un homme, quoi. Comme tous les paludiers qui bossent dessus. C'est pour ça que le métier a un côté assez forme de pureté, finalement. Ça va? Tu as bien travaillé. Donc là, tu vas le retravailler, tu vas faire quoi maintenant? Il est trié par un ESAT avec qui je travaille à Crac, qui est une commune à côté, qui le trie, ils enlèvent juste les impuretés, en fait. Tout, et après, il est séché un petit peu et il est vendu comme ça. Je trouve que vous avez un point commun, tous les deux. C'est d'être allé jusqu'au bout de vos rêves. Je pense que ça nous a pas mal rapprochés. Au-delà de ça, je pense que dans notre approche du territoire aussi, ça va être de le respecter déjà profondément, je pense, intérieurement. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui nous unissait aussi, c'était la passion de la mer. Voilà. À la base, ça vient quand même de la mer. Je pense que Julie, quand elle nage, j'ai jamais fait, mais quand elle nage, faudrait que je m'y mette. Voilà. Vas-y, finis cette phrase. Julie, quand elle nage... Je sais pas, au niveau sensation, ça doit être... ça glisse, quoi. Ouais. Et moi, quand je prends du sel, ça glisse. On regrettait, quand on a pratiqué, qu'il n'y ait pas assez de garçons. Voilà Damien. C'est que le début de mon voyage, tu sais, dans le Morbihan. Mais je suis contente parce qu'avec toi, il a commencé de façon vraiment très originale. C'était une grande première pour moi d'être sirène. Toi, ton souhait, ton objectif dans la vie, c'est de continuer à transmettre ta passion. Ouais, c'est vraiment de continuer sur cette voie-là, de trouver d'autres méthodes pour pouvoir aider les gens à se sentir le mieux possible dans l'eau, dans l'élément. Ouais. Je savais que ça allait bien se passer avec toi parce que déjà on a une région commune, hein, la région lyonnaise. Ah, et puis une passion commune pour les fruits de mer. Bonjour. 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 Merci. Alors qu'est-ce que tu nous amènes là? Eh bien donc nous avons les produits de la région. Nous sommes aquaculteurs, donc on a commencé avec les coquillages. Ensuite on travaille avec des pêcheurs locaux pour tout ce qui est crustacés, langoustines, etc. Alors quand tu dis nous, tu parles de ta famille, c'est ça? Exactement. Notre grand-père a commencé avec la palourde et mon papa a continué avec la palourde et l'huître. Et avec mes sœurs, on continue l'activité en espérant continuer de la développer. Donc Jawen, c'est le nom de famille? Tout à fait. C'est un nom totalement breton qui veut dire heureux. Ah ben voilà, alors écoute, ça c'est formidable, parce que heureuse nous le sommes. Merci. Profitez bien de votre dégustation. Magnifique ce plateau de fruits de mer. Ah ouais. Moi je l'aime beaucoup ce petit voyage dans le Morbihan là. Dans le Morbihan, la culture bretonne ne se contente pas d'exister en souvenir. Elle s'incarne dans les danses, les rites et les costumes qui contribuent de rassembler les générations.
C'est dans cet esprit que Claire, 22 ans, danseuse au cercle celtique de Plunerette, perpétue depuis l'enfance cet héritage. Tiens, j'ai regardé les vieux albums. Ouais. J'en ai trouvé où il y a des mémés, des mémés en costume, habillés en noir avec les grandes robes et la coiffe. Voilà, c'est des photos de ma grand-mère, tu vois, elle porte le costume de fête. Toi, t'as porté, petite aussi, ce costume. J'ai un peu l'impression de marcher dans les pas de la famille, quoi. T'étais mignonne, hein? Moi, la danse, depuis, j'ai pas arrêté, quoi. Une fois que j'ai commencé, grande comme ça. Si les costumes traditionnels ne se portent plus au quotidien, ils continuent de vivre à travers les danseurs et les danseuses des cercles celtiques. Aujourd'hui, c'est pour une occasion particulière que Claire va en revêtir un. Donc là, tu dégages une partie des cheveux jusqu'aux oreilles, c'est ça? Tu pars du haut et tu pars du haut. Bon, je n'ai pas hésité, hein. Je sais pas comment on faisait dans le temps. Je sais pas. Là, on va faire le shooting avec Gilles, comme j'avais déjà fait. Ça fait super longtemps que je danse. J'ai toujours fait de la danse bretonne. J'aime bien danser, mais j'ai jamais voulu faire d'autres danses. Il y a aussi ce truc de se dire que si c'est pas nous qui faisons danser, enfin qui dansons et qui portons le costume, plus personne le fera parce que ça disparaît. Ouais. Bah, c'est qu'une partie de mon identité, la danse bretonne, mais c'est une partie super importante. Ça m'empêche pas de faire d'autres choses aussi et d'aller danser en boîte de nuit. C'est pas mal? Ouais, pas mal. Bonjour. Bonjour Claire, bienvenue. Merci. C'est super chouette comme endroit. Mes ancêtres ont travaillé ici il y a fort longtemps en tant que domestique pour la comtesse de Ségur. Ah oui, super. Un contexte historique qui sied très bien au projet, au shooting qu'on va faire. Je te laisse t'installer. Je porte un costume du Pays d'Auray. Donc c'est un costume qui m'a été prêté par mon cercle. Et donc c'est un costume caractéristique du Pays d'Auray qu'on reconnaît à l'empiècement de la robe à l'arrière et surtout à la coiffe, la trichine, avec ses 3 coins à l'époque en 1910. C'est un costume de cérémonie qui était porté pour les pardons, pour les mariages, donc les grands événements. C'était pas du tout le costume du quotidien. C'était un costume qui était fait pour être rapiécé et pour s'adapter au corps de la femme tout au long de sa vie, parce que c'est un costume qui coûte très cher. Ça me fait toujours quelque chose de le porter. Finalement, c'est se replonger et faire revivre l'histoire et le passé. C'est bon, je suis prête. Magnifique. Merci. Claire, tu es magnifique. Merci beaucoup. On va faire une prise ou deux comme ça, juste pour le cadre. Magnifique. L'objectif du projet, c'est de faire connaître au grand public la variété des costumes bretons, la richesse, la diversité, mais aussi et surtout montrer que c'est très vivant. Parce que derrière chacun des personnages qui portent ces habits, il y a quelqu'un de vivant, de passionné. Claire, elle est attachée à la tradition, mais également c'est quelqu'un de très moderne. Magnifique. Claire se rend à Brec pour la dernière étape du Kenler Tour, le rendez-vous estival qui fait danser toute la Bretagne depuis 4 ans. Ça va, Brec? Si ses études l'ont empêché d'être sur scène avec son cercle cette saison, elle ne loupe pas une occasion pour aller admirer leurs pas et revisiter ses classiques. Andro du Pays d'Auray, partons. Les bras en haut. Allez. Le bonneau. Auray. Allez. C'est vraiment intergénérationnel. Les gens se disent qu'on est là pour passer un bon moment. Les gens aussi, je pense, qui ont besoin de décompresser, penser à autre chose. On voit bien, même de par la ronde, les gens dansent en synergie autour d'une danse, autour des musiciens. Et donc, ça montre bien qu'il y a un côté, on peut se rassembler sans forcément se ressembler. Allez, hop, ah. Je danse depuis l'âge de 12 ans, donc ça fait plus de 50 ans. Et on a hérité d'un patrimoine très riche. Alors j'ai eu la chance de l'apprendre. Et maintenant, la seule vocation, c'est effectivement de le transmettre, quoi.
La danse bretonne, je crois que c'est j'ai souvent appelé ça comme ça, la force du rond. En breton, der Gerlen, la force du rond, cette communauté qui se tient à sa gauche et à sa droite, qui forme une ronde solidaire. Tout le monde danse. Ça va, vous êtes prêts? Ouais. C'est Louise qui a commencé à danser. Et j'ai vu ton premier spectacle de danse et je me suis dit, il faut que je danse. Une histoire de famille finalement. Il m'a demandé belle, pêchez-vous le poisson, dansons les filles, dansons au son du violon. C'est ce genre d'événements qui me font vibrer, d'être là, de partager avec plein de générations, sorte depuis que je suis toute petite. Et j'espère que je continuerai de danser toute ma vie parce que c'est trop beau de voir autant de générations réunies autour d'une culture, la culture bretonne, et qui continue de la faire vivre. Salut Sophie, comment vas-tu? Ça va et toi? C'est Germain. Merci. Bonjour. On s'embrasse. Ah bah allez, on s'embrasse. Dis donc, quel accueil à Groix. Je te présente Jean-Louis Charrier. Enchanté, Jean-Louis. Le secrétaire du tartan de Groix. Ah, oui, bah alors quelle ambiance, dis donc, à Groix. Je m'attendais pas à ça en arrivant. C'est tout le temps comme ça. J'en doute pas, parce que c'est une île quand même particulière, Groix. Moi, j'arrive de Lorient, j'ai fait la traversée. Cette traversée, toi, Olivier, tu la connais bien. Je la connais par cœur, cette traversée. Ouais. Est-ce que Lorient, c'est ton port d'attache? Exactement. On va dire. Et ici, c'est en fait mon lieu d'adoption. J'ai repris et j'ai créé le restaurant La Marine à Groix. Olivier, on va parcourir et découvrir l'île ensemble. Je suis aussi très curieuse de goûter ta cuisine. Ça sera un petit peu plus tard. Mais si tu veux bien, j'aimerais bien, Jean-Louis, que vous me racontiez l'histoire de ces tartans de Groix. Le tartan, c'est ce tissu? Le tartan, c'est le tissu en fait qui sert à faire le kilt. Oui. Là, sur Groix, c'est quelque chose de récent. Ce tartan reprend des couleurs spécifiques à l'île. Alors dis-moi ça, par exemple, ce violet là. Écoute, l'île de Groix, on l'appelle l'île aux grenats. Donc, c'est une des composantes du tartan. Le vert, c'est l'argoate. C'est quoi l'argoate? La terre, en fait. Le bleu, l'armor, la mer. Voilà. Le jaune, c'est le genêt. Tu vois toute l'image de l'île ici, en fait, dans ce tartan. Et c'est vrai que ce tartan, tout le monde le trouve très beau. Je suis ravie d'avoir croisé votre route au pied de cette église qui, je trouve, a une particularité quand même, Olivier. Raconte-moi. Il ne faut pas oublier que Groix était en fait, début du XXe siècle, le premier port breton tonnier, d'accord? Et donc ils ont remplacé en fait la girouette par un thon. J'entends encore les cornemuses là qui s'échauffent. Peut-être qu'on assiste encore à la dernière danse et on va se balader? On y va. Oh là là! Merci! Bravo!
Alors là, Sophie, on va aller ramasser des oursins. Donc c'est vraiment quand tu vas faire ta cueillette le matin que tu détermines ton menu, toi. Exactement. En fait, je me sers de ce que nous offre la nature pour créer ma cuisine, en fait. Et ça, Voilà, c'est au quotidien. Ton garde-manger est là. Voilà, là, c'est juste magnifique. On découvre les criques au gré des marées, en fait. Et c'est tellement changeant. Là, derrière nous, c'est ce qu'on appelle la pointe des chats, c'est ça? C'est la pointe des chats, Sophie. Ça m'intrigue ce nom. Pourquoi on parle de pointe des chats? Parce que les marins, lorsqu'ils arrivaient aux abords de Groix, en fait, pensaient apercevoir des chats. Les marins, ils apercevaient des chats, mais ils apercevaient aussi des sorcières, parce qu'on surnomme l'île de Groix l'île des sorcières. Pour quelle raison? Lors d'une guerre, en fait, les hommes étaient partis au combat. Il restait que les femmes sur l'île. Et un prêtre a eu l'idée de maquiller les femmes de l'île en leur mettant du goémon sur la tête. Et lorsqu'ils arrivaient en fait aux abords des côtes, vous voyez ces silhouettes de femmes avec des longs cheveux, ils pensaient que c'était des sorcières. Le goémon, c'est ça. Voilà, exactement, Sophie. D'accord. En fait, c'était des sorcières qui étaient juste là pour se défendre, quoi. Exactement. Elles mettaient ça comme ça, tu vois. Pour effrayer l'envahisseur. Voilà. Peut-être un petit peu plus long. Ça doit bien aller, je pense, là. Ça doit être joli, ça, non? Magnifique. On continue notre chasse au trésor, Olivier, on s'équipe. T'as trouvé un petit coin où se cachent les oursins? Oui. Voilà. Regarde. Alors là, regarde. Voilà. Trésor breton. Il n'est pas trop petit, celui-là? Alors, il est un peu petit. On a une taille à respecter, en fait, de 9 cm. Celui-ci, on est sur la bonne taille. Regarde. Ah, très bien. C'est un très joli oursin. Ok, parfait. On est dans les 10 cm à peu près de diamètre. C'est parfait. Ça, on peut garder. Ça, on peut garder. Là, au centre de l'oursin, tu as la bouche de l'oursin. On voit qu'il bouge, là. C'est magnifique. Et tu pourras remarquer qu'ils ont différentes couleurs selon le biotope, où est-ce qu'ils évoluent, où est-ce qu'ils vivent. D'accord. Voilà. Alors regarde, on ouvre par la bouche. Ouais. En fait, on tourne tout autour les épines. Alors, à l'intérieur, tu vas percevoir 5 langues. Voilà. Ça, c'est l'appareil reproducteur, en fait, de l'oursin. On détache juste, en fait, avec une petite cuillère, ces langues qu'on prélève. Voilà. C'est ça qu'on déguste. Exactement. Yermat. La tienne. Ça, c'est un petit caviar. Hein. Là, c'est un petit caviar et effectivement, tu sens ce goût iodé, très prononcé. Et en arrière-bouche, tu vas sentir un léger goût sucré. C'est vrai. Toi, tu l'utilises comment en cuisine? Ou on l'utilise cru. Ok. Là, il va venir agrémenter un carpaccio de Saint-Jacques, un poisson cru, pour apporter la puissance de l'iode. Ou à l'inverse, il va être pulsé directement dans une sauce, encore une fois, pour apporter vraiment cette puissance de l'iode. Là, je vois des champs cultivés, je vois surtout les bottes de foin. Là, le foin, on le garde, peut-être pour du bétail. Il y a des élevages. Il y a des élevages ici? Tu vois un élevage de moutons? Ah oui, là, on a les moutons. Voilà. Il y a des moutons, il y a des vaches, il y a des volailles. On produit de la bière, on produit du gin de Groix. D'accord. Toi, tu as un vrai grand respect pour le monde agricole? J'ai grandi dans une ferme. Et j'ai vraiment un amour profond en fait, pour les bons produits. Et je suis très respectueux de ce que la nature nous offre. Sophie, je souhaitais vraiment te montrer un lieu qui me tient à cœur. Oui. Le phare de Penmen. C'est le phare le plus puissant au niveau de la portée du Morbihan. 54 km, 27 mètres de haut. Et c'est un repère pour les marins qui rentrent au port de Lorient. Le paysage est magnifique là, ici. Hein. Quand on voit ces falaises et ces formations géologiques, c'est vraiment l'identité de l'île. C'est vraiment en plus différent du plateau armoricain, avec la présence de minéraux vraiment très spécifiques, en l'occurrence les grenats. Ok. Quand tu penses que cette île a été créée il y a plus de 360 millions d'années, c'est juste impressionnant. Mais oui, c'est ça, complètement détaché du continent aujourd'hui. Comment c'est la vie d'Ilien? Il y a un moment, on a l'impression de tourner en rond ou Ah non, pas du tout. On aime cette tranquillité aussi. On aime
ce côté très paisible, très rassurant d'une île. Parce qu'en fait, lorsque la dernière navette part, on a l'impression d'être seul au monde. L'île vous appartient, hein? Exactement. Hein, aux c'est habitants. exactement ça. Enchantée. Enchanté. Bienvenue. Pareil. Donc là, on est dans le golfe du Morbihan, entre la rivière Dorée et le golfe qui est juste derrière nous. Le but, ça va être de découvrir un peu le golfe et d'apprendre la navigation. On va mettre des gilets à bord. Vous les distribuez à toutes. Hop. Tiens. Tiens. Et bah parfait. Allez, c'est parti. Allez, go. Au départ de Baden, au port du Parrain, Jeanne et Loïc ouvrent la voile à toutes et tous. À bord de leur catamaran, ils embarquent un équipage parfois venu pour la première fois goûter aux embruns, au vent, à l'aventure en collectif. Ici Loïc, on est en route. Vous nous dites votre top. Là, ce bout-là, le bout de droite. Exactement. Et tu vises l'île qui est en face. 2-3 secondes. Et après, tu enlèves tous tes tours là et tous tes tours là et tu laisses partir. Ok? Nous, l'équipage est chaud bouillant. Allez, 3, 2, 1, go! Vas-y, Maï. Tu peux choquer? Super! On peut l'encourager, hein? Allez, go! Vas-y! Là, aujourd'hui, on n'a que des femmes à bord. C'est pas tout le temps le cas. On est parfois en mixité. Et l'objectif pour nous, c'est de donner les clés pour se dire, bah voilà, vous pouvez faire de la voile, vous pouvez faire du bateau, vous pouvez prendre la barre d'un bateau, peu importe votre force, peu importe votre condition physique, on peut se mettre à la barre. Tout est possible quand on est une femme ou pas. Paré à virer? Paré! On vire! Nickel. Sur l'eau, on a une autre vision du paysage. Le golfe, c'est très beau à terre et c'est très beau en mer. Donc ça permet de redécouvrir un peu le lieu. Moi, je suis super contente d'être enfin revenue sur un bateau. C'est une façon d'être dans un environnement exceptionnel. Mais comme je suis un peu timorée, voilà, le trampoline, je suis pas trop sûre. Et là, je me dis, ouais, c'est encore possible. Eh bien, on est très bien. Et le soleil est même revenu pour nous. Ici, la mer transmet sa force aux femmes qui la racontent. À Kéroc, dans ce petit port historique, résonne encore la mémoire de Louis le Hirez, dit Canournoz. Une vie modelée par la mer que prolongent aujourd'hui sa fille Monique et sa petite nièce, la chanteuse Élodie Jaffré, qui lui a dédié un spectacle. Alors, Canournoz, qui veut dire chanteur de nuit, c'était son surnom à Louis. Oui. Et tu m'as dit, c'est les habitants du village qui l'appelaient comme ça. Comme ça, oui. Il l'appelait comme ça parce qu'il l'entendait chanter toute la nuit. Il restait sur son bateau toute la nuit faire la pêche à la crevette. Donc les gens qui passaient sur la côte l'entendaient chanter. Et puis on l'avait surnommé Canournoz. Ouais, moi, je suis contente de venir ici parce que ça me permet de repartir un petit peu sur la trace de Louis et d'imaginer aussi un petit peu cette vie qu'ils avaient, les pêcheurs, à l'époque. Mais là, j'étais contente de pouvoir redécouvrir des chansons traditionnelles qui étaient chantées par Louis, par quelqu'un de ma famille. Je trouve ça émouvant. Et ça m'a énormément inspirée pour ma création. Là, je te propose d'aller écouter une chanson que ton père chantait. Jean-Pierre Galao, a Gargansquet, l'arititeiti, l'aritateita. Jean-Pierre Galao, a Gargansquet, zoyer ble mangle haret. Zoyer ble mangle haret, l'arititeiti, l'aritateita. Zoyer ble mangle haret, de vision brassen de scolet. De vision. Je suis remplie d'émotions, ça me fait pleurer. Parce que c'est la chanson que chantait papa. Et à chaque fois que je l'entends chanter, je pleure. À quelques kilomètres au loin, à vol d'oiseau, sur l'île de Groix, la mer a façonné le destin de Marine Chenet.
Apnéiste et danseuse subaquatique, elle crée avec sa compagnie des spectacles à la frontière de l'art et de la science. À travers des danses inspirées par l'océan, elle sensibilise le public à la fragilité du vivant. Alors là, c'est la préparation qu'on appelle breathe-up, donc respiration de préparation. Déjà pour bien se ventiler, pour préparer à cette rencontre avec la mer. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans le golfe du Morbihan, dans un petit village, et de grandir dans une famille de navigateurs. Et puis c'est toujours resté, en fait, malgré mon parcours de danseuse, c'est toujours resté présent. Et quand j'ai découvert l'apnée il y a quelques années maintenant, voilà, j'ai décidé d'essayer dans ma vie de lier mes deux passions, la mer et la danse. Alors la spécificité quand même qu'on a en Bretagne ici, c'est justement toutes ces grandes forêts d'algues. Et alors là, j'ai pas grand chose à faire en fait, j'ai juste à observer leurs mouvements et tout de suite, je me laisse guider et je me laisse être pris dans leur danse. Mêler la danse et l'apnée, ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment pour essayer de trouver des outils pour reprendre sa juste place, comme je dis souvent, de vivant parmi les vivants. Allez larguer les amarres, Albert? C'est bon, on a largué, c'est bon. Ok. On a quitté Portugis, là, sur l'île de Grand, Voilà. pour partir à la pêche avec ton copain Albert. Sortir en mer ce matin, comme on le fait régulièrement en fait. Au-delà d'être mon ami, mon complice, voilà, on s'amuse à apprendre de belles choses. Et puis, Le patron à bord, là, c'est Albert. C'est le boss, c'est normal. Albert. Et ça se respecte en fait. Ouais. Ça va, Albert? Ça va, ça va. Je disais que le patron à bord, c'était toi, là. Hein? Ah oui, c'est Ah oui, oui, oui. Comment il s'appelle ton bateau? Maléa. Ça déferle là-bas quand même, hein, t'as vu? Ouais. On arrive sur Zoom. Ah bah t'as la technique, hein, Olivier, dis-moi. Moi, je vous regarde faire, les gars. Hein. On est bon? Ouais, on est au fond, là. Dans le champ. Voilà. On reste plus ici, hein. On va aller voir les casiers maintenant. Ok. C'est bon, ça marche. Donc on a posé... Une palante et on va la relever tout à l'heure pour voir s'il y aura un poisson dessus. S'il y a un poisson, tant mieux. S'il n'y a pas, tant pis pour nous. Non mais c'est comme ça. Et comment t'as réagi quand Olivier il t'a dit qu'il voulait venir pêcher avec toi? Je dis avec plaisir. Et depuis, c'est resté. Et puis l'amitié s'est forgée ensemble. C'est ça. Quoi. Toi aussi, ça te fait plaisir d'être avec Albert? Ça te change du quotidien d'un chef? C'est une parenthèse de vie avec Albert. Ouais. Bah, c'est une belle complicité, de jolis moments tous les deux. Et voilà. Et j'adore. Alors, eh ben... Et là, on a nos magnifiques crevettes. Voilà. Là, on a presque assez pour une personne, tu vois. Ah, tu m'as facilité de travail, c'est bien ça. Comme ça lui fait aiguiser ses dos. Mais oui, ça lui fait faire du sport, là. Au boulot, Olivier, au boulot. Vas-y, là, ça devrait venir. C'est pas bon, sinon. Bon, je fais le ménage, moi, pendant ce temps. Hein. On s'adapte à ce que nous offre la nature. Donc Ça, à c'est la carte, on proposera soit un tout petit peu, exactement, soit pas, mais soit pas, ça pour une personne. Exactement, c'est exactement ça. Eh ben, ça sera pour moi. Il n'y a pas grand-chose, hein. Cette année, c'est un océan vide de poissons. Ouais. Quand je travaillais ici en professionnel, j'arrivais à pêcher
80 et 100 kilos de beurre sur mes palongues. Là, ben, on pêchera même pas un. Eh ben, il y a de la houle, il y a du goémon, il n'y a pas de poisson, quoi. Et il n'y a pas de poisson. Bon, heureusement, on a des crevettes. Tu vas être obligé de lui cuisiner des quenelles. Ah, tiens. Une vieille. Une araignée, ça. Ouais, alors on sent que... Moi, je suis pas très habile. Bon, retour de pêche. Retour de pêche, Sophie. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 vieilles. Les tacos, on a pris à la Ça, c'est pour palongue. Albert. Ça, c'est sa consommation personnelle, c'est pour Albert. Ok. Une araignée, femelle. Hein, araignée, femelle. Voilà. Pareil, ça, Exact. c'est pour Albert. Exactement, ça c'est pour Albert. Et nous, on a nos petites crevettes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ces fameuses crevettes bouquets. Et on va aller les cuisiner chez toi. Et on va les cuisiner chez nous. Donc là, je suis en train de ciseler les algues pour préparer le bouillon pour pocher les crevettes. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire venir des produits du bout du monde. Ça n'a pas de sens. Tout ce que j'utilise ici en cuisine pour créer mes assiettes est produit, cueilli ou récolté dans un rayon de 20 km. Ah bah 20 km, tu vas pas très très loin. Hein. Eh ben non, on range juste un petit peu dans les terres pour aller chercher ma farine de blé noir et c'est tout. Dans une cuisine, il faut toujours un petit contrôle qualité. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très très bien. Il faut que je goûte les crevettes moi avant, pour être sûr. Hein. Est-ce que les crevettes de Groix sont bonnes? Je valide. Là, on a du travail parce qu'il faut qu'on décortique nos crevettes, chef, c'est ça? Exactement. C'est les crevettes qu'on a pêchées ce matin. Ces crevettes, donc, on les a pochées dans un bouillon de kombu. Juste une ébullition, un frémissement, et ça suffit en fait pour pocher ces crevettes. Est-ce qu'on a utilisé tous les ingrédients qu'on a pêchés, qu'on a récoltés? Donc les crevettes, oui, ok. Voilà, le kombu royal, les laminaires, on les a utilisés. Ouais. Nos jours sains. Tu les as utilisés pour ta sauce? Exactement. Donc j'ai fait bouillir de la crème, de l'assaisonnement sel et poivre du moulin. J'ai rajouté du carigos, c'est le piment d'Espelette breton. Pour donner un petit peu de texture, j'ai rajouté un sarrasin torréfié que j'ai traité en risotto. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être chef un jour? Déjà, l'envie de bien manger. Ça a été vraiment le déclic pour moi. Le manger bon, le manger sain, le manger maison, hein, le fait maison, ça c'est très important. J'ai fait une école hôtelière classique. Où ça? À Langres, en Haute-Marne. Et après, très rapidement, en fait, je suis parti faire mon tour de France des grandes maisons étoilées. Dans quelle grande maison tu es passé? Celle peut-être dont tu es les plus fiers? J'irai Marc Melot en Bourgogne, 3 étoiles Michelin. Pierre Gagnère à Paris, la Serre à Paris. J'ai fait des très grandes maisons. Ah, sympa. Hein. Ok, donc après, eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va dresser notre assiette. Et on a juste la partie dressage. Comme ça, hein, chef? C'est parfait. Je fais un petit tapis de risotto. Que tu vas tasser légèrement. Sur ce tapis de risotto, on va disposer nos crevettes bouquets. Ok. J'ai un peu la pression. Je pense que le final va être à la hauteur. Est-ce que tu les as, les étoiles, ici? Non. C'est pas grave? Non, on est d'accord. Mes étoiles, elles sont ailleurs. Ouais. Elles sont avec mon fils, avec ma compagne, dans les yeux des clients. C'est vrai. Ça, c'est très important. Le matin, elles sont dans les yeux d'Albert aussi, avec qui on a été pêcher. Oui, c'est plus une fin en soi, les étoiles. Non. Comme tu dis, tu les as eues dans une autre vie. Et bah voilà, on peut être chef talentueux. Exactement. Et décider que voilà, les étoiles sur un guide, c'est plus très grave, quoi. Juste poser au centre. Voilà. On va dispatcher tout autour notre crème de langue d'oursin. Et on va verser tout doucement. Je te laisse l'honneur de décercler. Bon. Je me suis dit, imagine tout s'effondre. Oh, chef, c'est trop de pression. J'y vais? J'y vais. C'est parti. C'est magnifique. Ta-da! Bravo. Pas mal. J'ai une petite pensée pour notre ami Albert, quand même. Hein. Il le mérite bien. Il le mérite bien. Merci Albert, pour tes crevettes. C'est bon. C'est très subtil. C'est magnifique. Ah ouais, vraiment. La crevette, elle est parfaite. Elle est parfaitement cuite. Est-ce que tu sens aussi ce goût légèrement sucré sur la crevette? Oui.
Un tout petit peu, qui rappelle notre petite sucrosité sur l'oursin. Et on a la puissance du sarrasin derrière qui vient torréfier, c'est juste. Là, vraiment, on croque la Bretagne. Oui, exactement. On a un beau concentré de Bretagne. Je me resserre. Belle-Île-en-Mer dort encore quand Florence Ledoux s'active déjà dans son épicerie. Il y a le boulanger qui arrive. Salut! Comme chaque matin, été comme hiver. Ah, ça donne envie du matin. J'ai 4 enfants et un gros bébé. J'ai 4 enfants qui vont de 24 à 10 ans et puis le gros bébé, c'est le magasin. Le magasin, il a été ouvert par ma mère et ma grand-mère en 1968. Et moi, quand je suis née en 77, j'ai été derrière la caisse avec mamie. J'ai pris le biberon dans le magasin. Je venais après l'école sur les genoux de ma grand-mère. Donc oui, je l'ai un peu dans les tripes, quoi. Monsieur Michaud, dites-moi tout. 5 croissants et 2 crabes. 5 croissants et 2 crabes. L'épicerie de Florence est le dernier commerce alimentaire de Sauzon. Pour les habitants de ce petit port insulaire, c'est beaucoup plus qu'un magasin. C'est quoi là? C'est de la frisée, ça? J'appelle ça le hérisson. Ah oui. Ça ressemble un peu à la feuille de chêne. Quand j'ai eu mes problèmes de santé, qui c'est qui est venu me mettre mes courses à ma porte? C'est Florence. Le magasin, c'est notre âme. C'est l'âme du village. On a perdu la boulangerie. Si elle n'avait pas continué à prendre le pain, il n'y avait pas de ressources en pain. Il y a le magasin, on vient acheter, merci, au revoir. Mais il y a plus que ça. Il y a le côté social, il y a le côté lien, il y a le côté on se connaît, il y a le côté on prend soin de l'autre personne, ça va. Oui, il y a quelque chose en plus. Bon, à demain. À demain, ma Bisous. belle. À demain. Au revoir à tous. Oui. C'est bon? Oui, oui. Habitée par une communauté soudée, la plus grande île de Bretagne conserve son caractère sauvage. C'est ce qu'est venu chercher à Belle-Île Romain Verger, en quête d'une vie nouvelle. Mon activité, elle est essentiellement basée sur le sens de l'observation et la compréhension du milieu. Romain est biologiste marin de formation. Il s'est installé comme pêcheur à Belle-Île après une vie d'aventure. Il pêche exclusivement à la ligne et uniquement la quantité de poissons qu'il lui faut pour vivre. L'idée pour moi, c'est d'avoir une pêche qui soit le plus en adéquation avec le milieu dans lequel j'évolue. Donc une pratique de pêche qui est relativement douce. J'essaye toujours de pêcher le moins possible, donc ce qui est assez paradoxal pour un pêcheur. Aujourd'hui, Romain pêche le bar. Sa pêche, il la vend en direct sur le marché ou au restaurateur de Belle-Île. Moi, j'ai un attachement particulier avec Belle-Île parce que j'y ai passé toutes mes vacances depuis tout gamin, en fait. Et c'est un peu, en fait, ici que j'ai découvert le milieu marin. Donc, sachant que moi, je suis né dans le centre de la France, donc c'est un peu le seul endroit où je me sens chez moi, voilà. Petite journée. J'ai fait une vingtaine de kilos de bar à peu près, voilà. T'as ton agenda? Si Florence ne s'éloigne jamais de son épicerie, ce jour-là, elle fait une exception. Tu veux retrouver tes copines? Hein? C'est la rentrée scolaire. Bonjour. Bonjour les copines. Ça va? La petite école de Sauzon accueille 55 élèves dans 3 classes multiniveaux. Ici, tous les enfants se connaissent depuis la maternelle.
rentrée scolaire, ça marque vraiment un temps important de changement. C'est un marqueur entre effectivement la frénésie de l'été et le côté plus calme où l'île va maintenant un peu plus nous appartenir. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont très en forme? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont moyennement en forme? Oui. Eh bien, cette année, on va sortir régulièrement de la classe pour aller dehors, soit dans la cour, soit on va sortir de l'école. Ça, ce sera si vous êtes sage. On va sortir de l'école et on ira, par exemple, à la plage de Porpus, ou on ira dans les bois à côté. Ça va bien? Ça va et tout. Ouais. Cette année, la rentrée est un peu plus festive que d'habitude. Car cet été, les parents d'élèves se sont retroussés les manches. Pendant 2 semaines, ils ont repeint bénévolement la façade de leur école. Alors, bonsoir à tous. Cet été, vous avez mis vos compétences, votre énergie et votre temps au service de notre école. Vous avez montré que l'on peut toujours compter sur la solidarité pour faire avancer les choses et améliorer le cadre dans lequel nos enfants évoluent chaque jour. Pour cela, un grand merci. C'est clair qu'on a un côté insulaire vachement soudé et je trouve qu'on garde un truc de solidarité sur Belle-Île qui est ultra important. Ouais. C'est un bon élan, ça va redynamiser et puis il y a encore plein de choses à faire pour cette école. Donc je pense que c'est que le début. Ouais. Le vent dans les voiles, la grande aventure, braver la tempête, toujours droit devant, comme un tête-à-tête avec l'océan, avec l'océan. On fait la course là, Guillaume et Marie, là, pour savoir qui c'est qui arrive le premier au bout du rang. Ah, c'est vrai qu'il y a des moments, on peut faire la course quand les gens sont affûtés. On peut lancer ça, mais il faut surtout pas en oublier. Oui, le plus important finalement dans l'histoire, c'est quand même de récolter notre raisin. C'est vrai que c'est le travail d'une année, donc là on récolte tout ce qu'on peut. En plus le raisin est très très joli là cette année, c'est un super millésime. Par contre, on ne l'a pas dit, mais pas de feuilles dans les paniers ni dans les caisses. Ah ok, oulala, j'ai pas vérifié ça. Le pressoir, il n'aime pas ça. Mais bien sûr, pas de feuilles, bien sûr. Feuilles. Tu diras pas Guillaume, j'en avais. Ok chef, c'est bon. Marie, quel raisin on ramasse là aujourd'hui? On ramasse le cépage chardonnay. Le chardonnay, c'est moitié de notre parcelle pour faire un vin effervescent. Oui. Et on a un autre cépage qui s'appelle le chenin. Cépage blanc, donc lui c'est un cépage un peu typique Val-de-Loire en fait. Donc ça donne aussi un vin blanc sec qui est très apprécié. Il y a Guillaume, il a eu lui 15 ans d'expérience en Champagne. Et du coup c'est vrai qu'on voulait essayer une méthode traditionnelle ici sur le chardonnay. Donc vous vous êtes inspiré et des méthodes champenoises et des différents vignobles de France pour faire votre vignoble ici en Bretagne. Exactement, on a essayé de voir tout ce qui se faisait au mieux dans les autres vignobles. Tout ce qui peut être mis en place sur cette région. On a pris des cépages qui pouvaient bien se marier avec les produits du terroir. On travaille déjà avec beaucoup de producteurs dans le coin, que ce soit les huîtres, et puis tout à l'heure, je te présenterai quelqu'un qu'on connaît bien et puis qui travaille les fromages, les produits locaux. Oui. Ouais. Il y a eu historiquement des vignes ici en presqu'île de Ruisse. Avant, il y avait 2000 hectares de vignes sur la presqu'île. Donc là, pour que tu puisses te représenter, on est à 5 hectares ici en production. Donc c'est vrai que 2000 hectares de Vannes jusqu'à Arzon, on était sur une vraie région viticole. Et c'est ce qui vous a fait quitter la Champagne alors? C'est ce qui nous a fait quitter la Champagne. Alors ce projet, mais aussi, on ne va pas se le cacher, c'est surtout l'environnement, voilà, le côté littoral, et puis la Bretagne qu'on aimait beaucoup depuis le départ. Ouais.
Bon Sophie, on vient de finir le rang. Ouais. Écoute, moi je vais vous laisser. Et puis je vais aller houiller les barriques. Tu vas houiller. Qu'est-ce que c'est? En fait, je vais bien remplir les barriques, les tonneaux, voilà, pour éviter l'oxydation. Donc il faut le faire une fois par semaine. Donc moi je vous laisse continuer. Bon, continuer ou se balader? Qu'est-ce que tu en penses, On va aller se balader. Ouais. On a parcouru quoi, à peine un petit kilomètre de chez toi jusqu'à ce magnifique château. Le château de Sussigno, c'est un emblème pour nous de la presqu'île de Rhuys, de la Bretagne. Donc au XIIIe siècle, c'était un prieuré qui était entouré de terres agricoles et du mur du roi. Donc ça représente quand même un tiers de la presqu'île de Rhuys. Et les ducs de Bretagne y ont successivement séjourné. D'accord. Est-ce que Anne de Bretagne est venue ici? Forcément. Elle est venue. Ouais. Elle est venue, Anne de Bretagne. Alors elle a séjourné un peu, apparemment 3 semaines, mais ça fait quand même l'histoire du château. Bah, bien sûr. Ouais. Et puis elle s'est mariée avec Henri VIII. Et avec Henri VIII, quand elle s'est mariée, ça a vraiment réunifié la France et la Bretagne. Il faut s'imaginer que le château, il a vraiment vécu des hauts et des bas. Surtout alors à la Révolution française, ça a surtout marqué un tournant dans son histoire avec un château qui tombe en désuétude, qui se transforme en carrière de pierre. Ah oui, il est vraiment pillé. Il est vraiment pillé. Ça veut dire que les habitants viennent chercher les pierres pour construire leur maison. Et donc il y a beaucoup de villages tout autour qui ont été construits comme ça grâce à ce château. Alors là, on est tout en haut du château. On retrouve tout là-bas la mer, donc l'océan Atlantique. C'est cette vue-là que j'aime bien. Allez, on y va. Allez, on y va les filles là. Oui, c'est bien. Oh mais quelles sont belles ces vaches. Bonjour, bonjour mesdames, vous êtes perdues? Non, pas du tout. Salut Gurvan. Bonjour Sophie. Enchantée. Bonjour. Salut Marie. Dans le décor avec le château, le domaine de Sussigno juste derrière là, c'est la carte postale. Hein. C'est ça. Allez ma fille, vas-y, il n'y a pas de souci. N'aie pas peur. Voilà. C'est l'heure de la traite? C'est l'heure de la traite. Voilà, on les remonte à l'étable. Et donc tu travailles en famille. Voilà. Hein? Donc là, ma fille, et ta Osvan, grande fille. ma grande fille, qui s'occupe en partie du troupeau. Et donc voilà, là, ce soir, elle va faire la traite. Ça fait combien de temps que tu es à la ferme? Ça fait 4 ans. C'est une vraie passion, on peut dire. On peut parler de passion pour la Pie Noire? Oui, bah c'est de la petite vache, donc elles sont sympas. Donc je les aime bien. Et cette race alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La Bretonne Pie Noire, en fait, c'est une petite vache. Donc déjà, tout de suite à l'œil, ça tranche, parce qu'elle fait 1m15, 1m20 au garrot. Elle a un lait qui est riche en matière grasse, qui est fromageable, et elle est crémière. Alors bon, je te demande pas pourquoi on l'appelle Pie Noire, ça se voit tout de suite. Alors hein? c'est pourquoi? On les voit là, les pies. Ah non. Non, c'est pas ça? Pas du tout. C'est la robe. Vous savez, les chevaux indiens, ce sont des pies. Ils ont 2 couleurs. Eh ben, c'est pie noir. Là, la couleur dominante, c'est le noir, donc on appelle pie noir. C'est une vache qui est complètement adaptée à son territoire. Le lait a un parfum, le beurre a son parfum, la crème a son parfum. En fait, moi, l'idée qu'on a eue quand on s'est installé ici, c'était de se dire, les gens viennent en vacances, et pour se nourrir, on fait venir des produits d'ailleurs. Alors qu'on est plein d'agriculteurs dans le coin, je dis, mais il faut qu'on essaye de nourrir les gens quand ils viennent ici. Et on peut visiter ta ferme aujourd'hui, partager la vie de la ferme. Ah, mais c'est le but. Je n'ai jamais vu une étable aussi propre, Gurvan. Bah écoute, merci, on se donne beaucoup de mal. La qualité d'un fromage au lait cru, elle commence là. De la traite jusqu'à la fromagerie, en fait, tout doit être propre. Tu accueilles donc les gens ici à la ferme et il y a une vraie curiosité de la part du public de voir la traite des vaches. Les gens s'intéressent, ils posent des questions, puis ça permet des fois d'enlever les idées reçues. Qu'est-ce qu'on te pose en général comme question? Alors je pense que la question qui revient le plus, c'est est-ce qu'il faut avoir un petit veau pour avoir du lait? Donc voilà, mais ça fait partie des questions drôles. Ouais. Et elles ont des cornes, donc c'est que des taureaux, parce que les taureaux ont des cornes.
Donc, pourquoi les vaches ont des cornes? Eh ben, parce que nous, on n'a pas coupé les cornes de nos vaches. Donc elles ont des cornes. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Voilà, c'est amusant. Et puis il y a une interaction avec les enfants. Et puis voilà, c'est drôle. Alors, la tome de Ruisse, c'est la tome que tu produis ici. Tout à fait. Donc celle de Guérande, basique. Ensuite, vous avez la tome très bretonne aussi qui est à l'oignon de Roscoff. Et puis ensuite, vous avez qui est plus classique, la tome au cumin et la tome à l'ail des ours. La tome jaune, elle est très grasse. C'est très peu salé comme fromage. Vous avez l'acidité déjà en bouche. Et c'est drôle parce que je trouve que des fois, les odeurs de vin peuvent se rapprocher des odeurs du fromage. Et l'accord, là, c'est pour ça qu'on a voulu choisir là, le barrique. Il est léger et on a une association, un équilibre qui se fait sur les deux. Le fromage, il stoppe pas juste en bouche, comme le vin. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une continuité, on le sent encore. Gurvan, tu as tout de suite eu beaucoup de respect pour leur travail. Tu les as accueillis bien volontiers en tant que voisin, en tant que producteur. Bah, c'était compliqué de ne pas trouver ça super. On fait du fromage et il n'y avait pas le vin. Ouais. Et ils proposent le vin. Bienvenue. Hein. Bah, je crois que c'est le bon moment pour trinquer tous ensemble. Hein. Et on trinque aussi à l'accueil breton, parce qu'on sait recevoir en Bretagne. Hein. On sait faire la fête, on sait recevoir. Exactement. Hein, le breton est festif. Herbat. Herbat, la vôtre. On a 3 rangs de betteraves. C'est la plate d'Égypte. Très belle, bien foncée. Bon, ouais, super. Ça, c'est joli. Une belle blanche, sucrée, qui peut se manger crue. À Pleumeur, Grégoire Desnoulets fait pousser ses légumes à quelques centaines de mètres de la plage. En cultivant en bord de mer, ce maraîcher réhabilite une pratique ancienne qui avait peu à peu disparu des rivages bretons. Le bord de mer, ça a toujours été favorable. Grâce au sol sableux, et surtout il y a un truc qui est assez fabuleux, c'est qu'en fait on a le goémon, on a les algues qui apportent un fertilisant. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a cette espèce d'énergie de la mer, d'embrun, qui rajoute aussi un peu de parfum. Pour nourrir son sol, Grégoire le recouvre avec de la paille. On protège notre sol avec le paillage, et en plus le paillage il se décompose et il va nourrir les plantes. Afin de pailler son jardin, le maraîcher utilise l'herbe de la prairie voisine. Une manière d'entretenir cette lande, autrefois en friche. Cette gestion, ça permet de faire revenir des espèces en voie de disparition, comme l'asphodèle. Donc là, les graines sont tombées, donc l'année prochaine, on en aura un petit peu plus, parce qu'elle se plaît sur ce terroir, quoi. Et c'est très joli au printemps, c'est sublime. La lande est sublime. L'asphodèle, c'est aussi le nom du restaurant dont dépend le jardin de Grégoire. Lucas, le chef, vient y chercher l'inspiration et les ingrédients de ses recettes. Voilà, on a feuilles de chou et mizuna. C'est une salade japonaise, un peu moutarde. Les herbes, elles n'ont pas du tout le même goût. Là, elles sont... Tout a vraiment du goût. Tous les légumes, ils subissent le soleil, ils subissent le vent, ils subissent tout ça. Et c'est ce qui fait que le terroir, après, il est magnifique, quoi. Et ça passe à un chinchard à partager et à un pilon de volaille pour 2. On fait goëlle fumée, sardines au barbecue, radis et oseille. Merci. Merci. À l'image de Grégoire, défenseur d'une agriculture durable, Emmanuel Dallapa s'est lancé dans l'ostréiculture avec des convictions. Ici, il y a très peu de mécanisation pour essayer de réduire mon impact sur l'environnement. Je fais à la brouette, à la force des bras. Donc bon, le bateau, je peux pas m'en passer. J'essaie au minimum d'allumer le moteur. Emmanuel a plaqué son ancien travail dans la communication pour changer de vie. J'avais envie de quitter la ville, j'ai tout fait un petit peu. Donc j'ai décidé de devenir ostréicultrice sans rien y connaître, mis à part les manger. Et je me suis lancée. Quand mon mari est ici, les gens ont tendance à poser des questions à mon mari, alors que mon mari a même pas le permis bateau. C'est pas du tout réservé aux hommes, mais ça reste quand même
dans l'esprit des gens un métier masculin. Emmanuelle n'élève que de l'huître naturelle, c'est-à-dire issue d'une reproduction en mer, plutôt que née dans une écloserie. Là, on est sur mon parc de Locmariaquer. J'ai un demi-hectare. C'est ici que les huîtres arrivent tranquillement à maturité. En moyenne, il leur faut 3 à 4 années de croissance pour atteindre le bon calibre. Bah là, c'est cool, ça a bien poussé. C'est déjà un joli petit calibre. Ah ouais, c'est bon ça. Celles de Bretagne sont plutôt iodées. Moi, j'aime quand elles sont un petit peu plus sucrées. Le pied charnu, c'est doux. C'est bien. Pour déguster les huîtres d'Emmanuelle, il faut s'égarer dans le village de Locmariaquer et découvrir, au détour d'une ruelle, la terrasse de son chantier ostréicole. Ça, c'est maison, c'est cadeau, c'est des petites palourdes au chorizo. Allez, santé. Aux vacances. Santé. Amitié. Et le plaisir d'être ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux lever le boot, Vic, s'il te plaît? Salut Fred. Ah, bonjour Bonjour à Sophie, tous. ça va bien? Ça va et toi? Bienvenue à bord. Merci, c'est gentil. Je viens de traverser Auray, là, et ce joli pont de pierre, c'est charmant, hein, ici. Hein. Eh mais écoute, oui, le pont de Saint-Goustan, qui est le seul pont de tout le coin, juste assez haut, parce qu'il y a la rivière d'Auray qui se jette dans le golfe du Morbihan. Attends, je vais te donner la main, Oh là je voudrais là. pas que tu tombes. Oh, merci beaucoup. À bord de l'Indomptable, voilà un joli nom. J'aurais jamais osé appeler mon bateau l'Indomptable, mais c'était son nom, donc je l'ai gardé. Oui, parce même qu'on ne débaptise pas un bateau. Hein. Non, même si quand je l'ai récupéré, le bateau, ben, l'Indomptable, il n'avait pas fière allure. Mais maintenant, il flotte et il navigue bien. Bon, On verra. Il est très très beau, je te fais confiance. Raconte-moi un peu le parcours qu'on va effectuer tous ensemble à bord de ton magnifique bateau. Donc là, on quitte Saint-Goustan. On va descendre la rivière d'Auray, on va la parcourir tout du long et on va se laisser happer par le courant de la Jument, qui est le deuxième courant le plus puissant d'Europe. On va faire un gros drift et on va rentrer à la maison. Très bien. Tu m'as pas présenté qui était à la barre? Ma fille. Qui est cette charmante jeune fille? C'est ma fille Victoria. Okay. Alors j'ai 4 enfants. Ouais. Et Victoria était disponible pour barrer aujourd'hui, nous accompagner pour naviguer dans le Golfe. Ah bah tu vas m'apprendre des choses. Jeune étudiante. Tu aimes transmettre tes petits bonheurs de navigation, pas seulement à ta fille, mais à tous ceux qui ont la chance de monter à bord de ton bateau. Alors en fait ce bateau-là, si tu veux naviguer dessus tout seul, tu peux pas le faire. Donc tu es obligé de faire venir du monde. Et Victoria, voilà, petit à petit, moi j'ai jamais forcé qui que ce soit à faire marin. J'allais te demander, Victoria, c'est ton père qui t'a dit ma fille, il faut absolument que tu apprennes à naviguer sur ce genre de bateau? C'est vrai qu'au début, j'étais un peu. Comment dire un peu apeurée par la mer. C'est quand même un élément qu'on ne contrôle pas. Je comprends. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à prendre du plaisir. À barrer et à passer du moment avec papa et Yves, Claude et d'autres personnes des équipages. Ouais, parce que tu le disais, on peut pas être seul sur un bateau comme celui-là, c'est forcément un moment de partage. Alors, comment on hisse une grand voile sur les bateaux traditionnels? Ah, donc ici c'est une vergue. La main au-dessus, bien haut, les mains bien haut. 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va, stop, c'est bon. 3. Vous maintenez ça dans vos petits bras musclés. Bah, bien sûr. Encore un petit coup. 1, 2, 3. Tu récupères, Claude, vas-y, tu tournes, Claude. C'est tourné. Allez, on peut lâcher. Sûr? Ok. Voilà. On range toujours les cordages. Tu vois, à 45 mètres de cordage à lever là. Ah, bah bien. Merci du cadeau. Hein. Je crois que je suis en train de me faire bisuter. Bah, non? c'est un peu ça, ouais. En fait, il est parti comme Il est parti, ouais. J'ai bien compris le personnage. Donc là, on sort la trinquette. Avant de la hisser, juste après le virage, on pourra éteindre le moteur et tout faire à la voile.
Ok, la trinquette, c'est cette voie là. Ouais, voilà, donc moi je vais amarrer ici et après il y a des mousquetons. Alors tu vois, on regarde qu'il n'y ait pas de tour. Donc il n'y a pas de tour. Allez, je te laisse mettre le dernier mousqueton. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Ok. Ah, il a de la gueule l'indomptable quand il est toute voile dehors, hein. Ouais, là on est bien parti. C'est de l'eau de mer, dis-moi, Fred, qui coule dans tes veines, hein. Ouais, il y a une partie d'eau de mer, ouais. Papa était marin de commerce, hein, et donc quand il revenait de mer, ben, on repartait avec lui, hein, depuis tout petit. Hein. Est-ce qu'on t'a pris pour un doux rêveur quand tu t'es lancé dans la restauration de ce bateau? Ouais, c'est un euphémisme, mais oui, c'est un peu ça. Je me rappelle encore d'un journaliste qui m'avait dit que j'avais une lubie. Et je dis, bah, écoute, très bien. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Et quand tu dis je sors en mer avec l'indomptable, comme aujourd'hui, tu as toujours plein d'amis qui ont envie de monter à bord. En fait, oui, sortir sur l'indomptable, c'est un privilège, je pense. Eh ben, écoute, je mesure ce privilège. Vas-y. Vas-y, on va virer de bord. Hein. Pousse ta barre. Hein. Tu passes dans les gorges, là, juste là. Et tu viens le récupérer, puis tu te mets ici, comme ça, tu as une vue bien dégagée. Voilà. Alors maintenant, si tu regardes ta trinquette, la voile d'avant, tu vois une pastille noire avec un bout de laine qui tourne. Oui. Alors le bout de laine, pour qu'il soit bien réglé, il faut qu'il soit à l'horizontale et posé sur la trinquette. Alors tire ta barre et regarde ton bout de laine. Tire. Encore un peu. Là, c'est pas mal. Ouais. Bah, tu peux viser la pointe de l'île. Et au dernier moment, pof, on ira sur la bouée rouge. Alors je mets un thermomètre pour relever la température de l'eau. Tu contrôles la température de l'eau, c'est ça, Claude? Oui. On la prend en général à 1 mètre de profondeur. La lettre à 19 degrés. Donc 19 degrés. C'est pas pour la baignade que tu contrôles ça, hein? Ah non, pas du tout. Non, elle est moins chaude que la Méditerranée. Pour qui tu fais ces relevés, là? Pour le RIEM de Val. C'est les éco-explorateurs de la mer. Ouais. Vous êtes vraiment des sentinelles, un petit peu, des sentinelles même de l'environnement. Tout à fait. Ouais. On leur donne un coup de main à faire des relevés là où ils ne peuvent pas aller. D'accord. Donc la température de l'eau, ça c'est important. Ça, qu'est-ce que c'est? Un disque noir et blanc qui permet de voir quelle va être la transparence de l'eau. Donc là, tu as mis des petits points de repère. Oui, alors. 2 nœuds, 2 mètres. 3 nœuds, 3 mètres, c'est ça? Oui. 4 mètres 5. Et là, on est à 4 mètres 5. On voit encore, moi, je le vois encore. Là, 5. On peut dire que là, il est à, on est à 5 mètres, là. 5 mètres, ouais. Pas mal. Quel enseignement on peut tirer alors de cette observation? Parce que la pluie vient souvent troubler l'eau ici dans le golfe du Morbihan. Donc ils se demandent quelquefois pourquoi. Oui. Alors on leur dit, il a plu, il n'a pas plu. Ça explique pourquoi elle est trouble. Si l'eau devenait trouble sans avoir de précipitations ou de choses comme ça, ça serait inquiétant. Ça pourrait être beaucoup plus inquiétant. Mais aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. On passe la bouée rouge et après, on va être nickel. Oh, c'est joli ici. Ouais, c'est beau, hein. Qu'est-ce que tu barres bien, Sophie, mais... Ah là là, bravo, regardez Sophie, mais exceptionnel! Non, mais n'en fais pas trop, n'en fais pas trop! Plus près, on laissait un morceau de coque sur la bouée rouge. Et donc, écoute, t'as tellement bien barré, ma femme Magali, elle tient un bar, le bar breton à Brec. Ça tombe bien. Et donc, on ne veut pas se quitter comme ça, donc on va aller boire un coup et débriefer de la navigation. Avec grand plaisir, je ne peux pas quitter le Morbihan sans un Kenavo. Kenavo, en distro. Ouais, je fasse une valeur à 2. Est-ce que tu peux faire 17 euros? On termine ce joli moment qu'on a passé ensemble, ici dans le bar breton. C'est toujours le lieu de rencontre, hein, un bar en Bretagne. Les bars en Bretagne, je pense que c'est la région de France où il y en a le plus. C'est aussi les lieux où on peut se rencontrer, discuter, refaire le monde. Et on raconte une bonne virée en mer, voilà, ou ce qu'on va faire demain. On parle du temps.
On vient voir un concert. Ouais. Salut Magali. Bonjour. Bonjour. Je profite que tu passes derrière le bar pour te demander que tu me racontes un petit peu l'histoire de ce lieu. Ben oui, alors moi je peux la raconter à travers ce qui est sur les murs ici, les photos, le certificat d'ouverture depuis 1908. La photo la plus importante pour moi ici, c'est celle-là, où il y a mon arrière-grand-mère, donc c'est la génération numéro 1. Et la petite fille à côté, c'est ma grand-mère, donc la génération numéro 2. Et moi, je suis la génération numéro 4. Tu as eu une autre vie avant d'être derrière le comptoir? Oui, j'ai eu la chance d'être hôtesse de l'air pendant 25 ans à Air France. Ok. Voilà, donc j'ai fait 25 ans de long courrier, mais toujours en habitant ici. Donc entre deux vols, j'étais toujours ici. Parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu propice à créer du lien. Je suis persuadée qu'un bistrot de Bourg, en fait, a une place dans la vie, même en 2025. Pourtant, on dit que les bistrots disparaissent les uns après les autres. Moi, je suis convaincue que non, et qu'on a une place, comme plein d'autres choses, dans la vie en fait d'un bourg et en milieu rural, c'est vrai, c'est un lieu idéal pour créer du lien. En tout cas là, les rencontres que j'ai eu la chance de faire dans ces échappées belles étaient absolument merveilleuses. Merci, merci à toi en fait, de m'avoir poussé, le vent nous a poussé jusqu'ici. En fait, naturellement, la rivière d'Auray, qui s'appelle le Loc, mais elle coule juste en bas de la maison, donc on a quasiment vu mer ici. Tu vois. Je pouvais pas partir sans faire mon kenavo, c'est ce qu'on s'est dit sur le bateau. Donc kenavo. Arvéchal. Kenavo. Merci beaucoup. Les dernières petites photos souvenirs sur cette côte sauvage, ici dans la baie de Quiberon à Port-Blanc, avec cette arche qui, selon la légende, serait un passage secret pour les marins qui voudraient se mettre à l'abri des tempêtes. Heureusement pour nous, aucune tempête dans ces échappées belles, et bien au contraire, ce sont plein de bons moments que nous avons partagés ensemble. Je voulais vivre une balade inspirante et authentique, et bien c'est chose faite. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces échappées belles avec vous en mettant cap à l'ouest. Je voulais embrasser toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'accueillir ici dans le Morbihan. Si vous voulez vivre ou revivre ces échappées belles, rendez-vous sur France.tv. Je vous embrasse très fort, Kenavo, et comme d'habitude, faites de beaux voyages.